Nous avons l'obligation de vous servir dans cette émission. Au centre, nous faisons l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité pour décrypter avec eux. Voilà pourquoi sur ce plateau aujourd'hui, je suis avec Monsieur Georges Mulumbu. Il est docteur en économie de l'éducation, il est directeur des établissements NL, il est proche FCC. Nous allons analyser avec lui la question de l'éducation et puis des tractations politiques, on va en parler, la gestion des ambitions. En deuxième lieu, je serai avec le président Noël Tchani Mwadianvita, il était candidat président de la République à l'élection de 2018. Nous allons également parler avec lui concernant les grandes lignes d'actualité, mais cela ne nous empêche pas de commencer déjà l'émission avec le premier invité qui est déjà ici, M. Georges Mulumbu. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'opportunité et je salue ceux qui disposent de leur temps pour nous suivre en cet instant. Voilà, nous sommes en direct. Vous pouvez réagir par SMS, par WhatsApp, les questions que vous souhaiterez que nous puissions poser à notre invité. M. Georges Mulumbu, je vous ai présenté, vous êtes docteur en économie de l'éducation, aujourd'hui en RDC. Les niveaux de l'instruction, de l'éducation, comment jugez-vous ces niveaux? Oui, nous ne pouvons pas nous prononcer comme les gens de la rue. Nous partons des études que nous faisons nous-mêmes, pas ce que les bailleurs de fonds font. Nous avons évalué les niveaux de lecture des élèves, qui fait qu'actuellement, les niveaux de lecture des enfants, par exemple, du 3e primaire, est à 5% des enfants capables d'identifier les 26 lettres. Donc vous comprenez que c'est ça le vrai tableau, c'est ça le vrai niveau de notre système éducatif. Et s'il faut aller disons aux choses qui peuvent aller en relation avec ce niveau, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas assez d'espace dans la salle de classe, les enseignants ne sont pas bien payés, la démotivation de l'enseignant influe sur le développement des compétences des élèves, et le système et la gouvernance du système est très mauvaise, du fait qu'il y a beaucoup de ressources internes. Si elles étaient rationalisées, on parlerait moins de grèves dans ce pays et la gratuité du chef de l'État aurait réussi, parce qu'il est plein de bonne volonté, mais seulement il est mal accompagné. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant de l'université. Alors, M. Georges Mulumbu, il ne faut pas seulement plairer, il faut quand même trouver des solutions, parce que le chef de l'État a mis en application l'article 43 de la Constitution sur la gratuité de l'enseignement. Comment évaluez-vous cette gratuité de l'enseignement jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que je viens de dire. Les tableaux, c'est celui que j'ai présenté. C'est peut-être ici le lieu de rappeler les propositions que j'ai toujours faites depuis que vous m'avez reçu, non seulement sur ce plateau, mais dans d'autres plateaux. Oui, oui. J'ai fait des propositions, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est là pour critiquer. Je ne suis pas de cette école de critique. J'ai dit, cette gratuité peut réussir sans le financement de la Banque mondiale. Comment ça? Cette gratuité peut réussir avec les ressources propres. Est-ce vrai nous avons ces ressources-là? Je ne rêve pas, les ressources sont là. Je dis ceci, nous avons un capital humain qui peut amener le système éducatif à bien fonctionner. Prenons la première proposition que j'ai toujours faite, c'est que, disons, il y a 2 ans, il y avait 36 provinces éducationnelles, maintenant c'est 58, donc on a engagé beaucoup du personnel administratif sans que cela soit, disons, pris dans les prévisions budgétaires, avec le budget voté à 10 milliards et exécuté à 5 milliards. Donc vous comprenez qu'on a engagé déjà, avec la dynamique de clientélisme et corruption, il y a des gens qui sont engagés, qui sont payés. C'est-à-dire qu'il y a, entre-temps, il y a des enseignants qui ont fait 5 ans, 10 ans sans être payés, pendant qu'on engage de nouveau et on les paye. Donc vous êtes contre le Nouvelles Unités, ou soit les gens qu'on engage, parce qu'il faut donner à tout le monde l'emploi? Je ne suis pas contre, je dis, vous voyez la politique de l'éducation là, lorsque le ministre dit il faut une gestion de proximité, ce sont les termes ministre Willy Bakonga et son fils. Ce sont les termes que nous avons introduits dans cette stratégie. On ne peut pas avoir des Thomson et mettre un sacombe du sel, ça ne peut pas marcher. Donc, si on peut rationaliser la gestion des ressources humaines, prendre toutes ces nouvelles provinces éducationnelles, ces nouvelles sous-divisions, tous ceux qui ont été engagés, qu'on les remette comme des enseignants debout. Et dans cette stratégie-là, nous avions fait, disons, des diagnostics qui ont montré qu'il y avait plus du personnel administratif que
les enseignants debout. Ça, c'est aussi sous Kabila, ce n'est pas seulement dans le régime actuel. Nous avions proposé qu'il faut prendre ces administratifs, les remettre comme des enseignants. Dès qu'ils sont remis, il n'y aura pas de grève. Vous voyez que les ressources financières sont mal gérées dans la... disons en augmentant beaucoup de ressources humaines, parfois qu'il faut rien. Si vous allez à Massina ici, il y a une sous-division de 250 agents. Ces 250 agents qui ne répondent à aucun organigramme. Et certains agents vendent dans les marchés disons, des musées là. Dès que les salaires arrivent, ils courent récupérer son salaire. Est-ce que le président Félix, en prenant la mesure de la gratuité, il rêvait qu'il y ait un seul enfant devant un enseignant non payé? Ce n'est pas ça qui était son rêve. C'est pourquoi nous proposons pour dire que tous ces administratifs-là, qui touchent les salaires gratuitement, qu'ils reviennent comme des enseignants. Là, c'est la première proposition. La deuxième, c'est ce que nous disons. Il y a, disons, en termes d'ajout des nouvelles salles de classe. Ok. Nous, Africains, nous avons des valeurs que nous sommes en train de jeter en copiant la Belgique et la France. La Belgique n'a même pas 5 000 écoles, mais nous en avons 55 000 écoles. Mais nous copions, on prend la mesure de la gratuité, on attend que les chefs de l'État puissent construire une salle de classe disons à Guémen. Mais c'est lui le premier parent quand même, c'est celui qui doit donner cette politique, on ne peut pas apprendre... Les économistes vous diront qu'il faut rationaliser les ressources, non? Les besoins sont toujours énormes, mais les moyens sont limités dans notre contexte. Et nous avons une opportunité d'avoir une communauté dynamique qui est engagée. Vous allez à Butembo, sur 100 écoles construites, 80 écoles, ce sont les communautés qui ont construit. Et je fais partie de ces communautés-là. Vous allez à, disons, à Guémen, où tous les bois qui nous viennent, qui sont exportés ici, viennent de là. Mais vous trouvez les enfants étudient sous les arbres. Les leaders de là, pourquoi ne pas mobiliser la communauté, couper les mêmes arbres et faire des salles de classe? Donc vous voulez dire que chaque leader d'opinion doit contribuer à cette gratuité de l'enseignement? Exactement, c'est ça le mécanisme pour réduire les besoins en nouvelles salles de classe. Ça, ce n'est pas mettre l'État en panne, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Église catholique qui pose problème aujourd'hui à l'État concernant la gratuité. Hein? C'est parce que vous ne me comprenez pas, j'ai comparé les modèles que nous, Africains, nous imitons, la France, la Belgique. Je dis, la Belgique ne dépasse pas 5 000 écoles. Nous avons 55 000 écoles. Avec notre contexte, est-ce qu'il faut imiter la Belgique? Est-ce que nous avons un budget voté à 10 milliards, exécuté à 5 milliards,2? La gratuité, pour qu'elle fonctionne normalement, il faut 2 milliards 500. Vous pensez que ce gouvernement peut prendre la moitié du budget pour construire une nouvelle salle de classe et payer tous les enseignants? C'est pourquoi moi je suis réaliste, je ne rêve pas, pour qu'on prenne une mesure et impliquer les acteurs du système pour que les chefs de l'État soient acceptés partout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je rappelle parce qu'en prenant cette mesure où les enfants soient à 150 à 200, même dans certains villages que je ne peux pas citer ici, ça nous donne à quoi? Et quel type du capital humain qu'on peut avoir dans 12 ans, dans 24 ans? Donc nous aurons des porteurs de gros diplômes, mais qui n'ont aucune expérience, aucune compétence, aucune expertise. Avec cette gratuité, l'avenir des Congolais ou de la jeunesse, elle est hypothéquée. Non, nous devons prendre des mesures qui sont réalistes. Moi, je propose des mesures pour ne pas rester crié ici. Je dis, on prend ces administratifs qui sont trop nombreux, ils reviennent des enseignants. On engage les communautés. Vous voyez toutes les églises qui existent. Est-ce que ce sont les bailleurs qui ont construit pour nous Africains? C'est nous-mêmes avec nos dîmes. La même dynamique, si les présidents de la République ont fait un dialogue entre l'État et les églises, les pasteurs Mutombo, bien Mukuna, ils peuvent nous construire une belle école ici, avec nous-mêmes. Vous voyez que ça va contribuer pour réduire les besoins en salle de classe. Mais l'État ne manque pas de moyens, vous venez de dire, si nous avons suffisamment de ressources. L'État ne manque pas de moyens, c'est là que je devais arriver. La troisième proposition, c'est lié à la gouvernance. Le chef de l'État, son défi devait être la gouvernance. Il y a des ressources qui circulent là, qui viennent ici à Kinshasa. Je prends le cas de Kolosi. Il y a une commune, c'est parmi tant d'autres, qui reçoivent 2 millions de dollars par trimestre comme redevance minière. Vous allez dans cette commune, il y a des enseignants non payés, il y a des salles sans bancs, il y a des infirmiers non payés. Ils viennent à peine de construire leur bureau communal, ils viennent de réhabiliter des écoles avec notre appui, ils viennent aussi de réhabiliter un centre de santé avec notre appui. Est-ce que vous pensez que cet argent-là va où? Et dans ces redevances minières-là, il y a 10%
qu'on appelle for New Generation. Est-ce que les jeunes ont déjà bénéficié quoi ici partant de ces financements-là? Vous voyez que le défi du chef de l'État actuel, c'est la gouvernance. Et la gouvernance passe par un renouvellement de la classe politique crédible. Ce n'est pas des chantres. Un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par crédibilité? Crédible. C'est-à-dire que s'il faut prendre quelqu'un comme ministre, on ne peut pas le prendre parce qu'il est trop militant, parce qu'il a été... il a subi beaucoup de gaz lacrymogènes qu'on doit les récompenser. C'est parce qu'il a un bon passé en termes d'expérience, en termes d'expertise. Vous voyez par exemple, lorsque le président de la République a pris le pouvoir, il a pris notre aîné professeur Matungulu en le nommant à la BAD. C'est quelqu'un de la Mouka, non? Moi je pense, c'est par son passé. Son passé, c'est-à-dire il y a l'expertise, il y a l'expérience. Malheureusement, dans le gouvernement, on prend quelqu'un qui a trop milité, il est à l'éducation. Est-ce que ceux qui ont engagé beaucoup d'administratifs, ce ne sont pas... Vous parlez de Willy Bakonga, s'il vous plaît. Non. Willy Bakonga, à les écoles, il est quand même enseignant. Lui, quand même, enseigne. Hein. Il ne faut pas citer seulement Willy Bakonga. Tu avais appris que les deux ministres là, de KFCC se sont battus une fois parce que l'un refusait qu'on engage... disons, les administratifs en désordre. C'est facile de critiquer, c'est facile de jeter la responsabilité sur des gens. Le problème du Congo, c'est un problème de capital humain. Tous nous sommes porteurs de gros diplômes, mais sans expertise réelle, sans expérience. Voilà, monsieur Georges Milumbu, je rappelle que vous êtes docteur en économie de l'éducation, directeur des établissements NL, mais proche du FCC. Quelqu'un m'a fait un message ici, que merci pour l'intervention de votre invité, mais pourquoi vous nous présentez FCC avec ces idées? Il ne reflète pas d'être au FCC. Oui, qui n'est pas kabiliste dans ce régime ici? Citez-moi une seule personne qui n'est pas kabiliste. Et même, moi je dis d'ailleurs, l'union sacrée FCC, c'est comme une messe écuménique. Les FCC Cash, c'était une messe écuménique qui se réunissait dans une paroisse catholique, qui s'appelait FCC Cash, le nom de cette paroisse. Maintenant, ils se réunissent dans une paroisse kimbangiste qui s'appelle Union Sacrée. Parce que ce sont les mêmes, pratiquement les mêmes acteurs qui étaient là, qui se retrouvent maintenant ici. C'est pourquoi le chef de l'État, pour arriver à se défaire de cette réalité, c'est le renouvellement de la classe politique crédible. Mais s'il reste dans, disons, à plaire tout le monde, parce que lui-même, il est nouveau. Pourquoi ne pas se faire entourer par des nouveaux, mais cette fois-là qui sont crédibles, partant de leur passé? Je ne dis pas seulement des nouveaux diplômés, de nouvelles figures, mais sans expérience ni expertise. Donc, le renouvellement de la classe politique crédible reste la seule clé magique, bien entendu en misant sur la gouvernance, parce que le problème du Congo, c'est la gouvernance qui fait que tout est bâclé. Voilà. Monsieur Georges Milumbu, nous évoluons avec vous. J'annonce déjà, comme je vous avais annoncé déjà au début, la présence de notre président Noël Etienne Modianvité. Il était candidat président de la République à l'élection 2018. Nous allons les prendre dans quelques minutes. Mais monsieur Georges Milumbu, nous restons avec vous parce que vous êtes du FCC. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union Sacrée, pour vous, Menda rejoint l'Union Sacrée, pour vous, c'est de la bonne guerre? Dans tous les cas, c'est ça l'image disons, de l'homme politique congolais. Il n'a pas mal fait. Qui est à l'Union Sacrée qui n'a pas été avec Kabila? Citez-moi seulement une seule personne. Si on peut faire porter 18 ans du bilan de Kabila, chacun se partage, qui 3 ans, qui 14 ans, qui 12 ans, qui... Ce qui ne porte pas ce bilan, c'est toi et moi. Moi, je n'ai jamais bénéficié de la signature de Kabila. C'est parce que j'ai eu honte lorsqu'il a crié qu'il a manqué 15 meilleurs collaborateurs. Et le président actuel en manque. Sinon, comment ça? Vous voulez dire que le président actuel manque le meilleur collaborateur? C'est pourquoi je reviens sur l'idée du renouvellement de la classe politique crédible. Moi, je ne suis pas ici pour les flatter. Parce que s'il ne fait pas ça, nous allons revenir à la situation du projet de 100 jours. C'était les cash seulement, non, qui ont géré les 100 jours. Et quel a été le résultat? Est-ce que c'est un problème de l'idéologie de l'IDPS? Mais les coupables se retrouvent en prison. Hein? Bon, moi je pense beaucoup sont libres ici, de mon point de vue. Et donc, le problème, c'est le renouvellement de la classe politique crédible. Il n'y a aucune formation politique qui a une mauvaise idéologie. L'IDPS détient ce qui dit, très bonne idéologie. Peut perdre une très bonne idéologie. Personne ne peut me contredire sur ça. Mais ce sont les animateurs qui constituent ce faux capital humain congolais où il y a beaucoup de porteurs de gros diplômes, mais sans expertise ni expérience réelle. C'est pourquoi moi je propose ici... Mais quand quelqu'un fait 12 ans, 15 ans en étant ministre sous Kabila, il a quand même l'expérience.
l'expérience ne signifie pas l'ancienneté dans les postes. Sinon, la fonction publique serait très dynamique et le président de la République n'aurait pas besoin du gouvernement, il travaillerait avec les administratifs. Donc, vous comprenez que faire 40 ans directeur dans une direction ou secrétaire général ou encore ministre ou 14 ans gouverneur, cela ne signifie pas avoir de l'expérience et de l'expertise. Les limites sont bien claires. C'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les débats de citer qui que ce soit. Moi, ici, je viens proposer que le chef de l'État, s'il veut réussir, il doit renouveler la classe politique crédible. Je dis bien crédible. Mais c'est ce qu'il a pensé avec l'Union Sacrée, fédérer tout le monde, les gens qui se sont distingués dans les biens. Avec l'Union Sacrée, peut-être il ne sera plus bloqué, parce qu'il avait dit avec le FCC, il était bloqué. Oui. Vous ne croyez pas à l'Union Sacrée? Dieu, c'est la parole, non? Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Chacun interprète de sa manière. Si la gratuité ne marche pas, tu penses que c'est dans la pensée du chef de l'État? Moi, je dis ici que la vie du chef de l'État, il voulait voir chaque enfant d'une famille vulnérable devant un enseignant payé. Est-ce que ces deux ministres du KHFCC, est-ce qu'ils ont porté sa vision? Vous voyez que c'est un problème du capital humain. Donc, le problème est ailleurs. Le problème, c'est le capital humain qui est trop faible. Et c'est pourquoi moi, je viens proposer à l'Union Sacrée, tout comme ça devait se faire déjà du temps du FCC, du FCC Cash, c'est le renouvellement de la classe politique crédible. Mais lorsqu'on prend quelqu'un comme Sélé Alagouni, on lui donne le ministère des Finances, il est jeune, il a de l'énergie, mais apparemment c'est lui qui bloquait les chefs de l'État. Entendre Augustin Kabouya, est-ce que vous ne voyez pas que, en quelque sorte, ce n'est pas l'ancienneté, peut-être c'est la mauvaise volonté des collaborateurs? J'ai demandé votre faveur de ne pas me jeter dans les débats de la rue. Est-ce que Kabouya a été déjà une fois ministre des Finances dans ce pays? Vous voyez, moi je dois respecter des gens qui ont l'expertise et l'expérience comme seuls. C'est bien d'autres, comme lorsque j'ai cité Matungulu, il est de la Moukano, je le respecte parce que sur le plan intellectuel on doit être honnête. Celui qui fait bien son travail, il faut l'apprécier comme tel. Comme Sélé fait bien son travail. Si on faisait de Sélé Premier ministre du gouvernement prochain, je ne pense pas que le président puisse regretter. Mais comment ça? Là, c'est de mon point de vue qui ne m'engage que moi. Comment ça? Et c'est un peu, de nous aider, parce que c'est celui qui bloque, c'est celui qui ne décaisse pas de fonds, c'est celui, il y a tellement de projets qui ne marchent pas. En prenant les dernières paroles de Jolino Makelele, le porte-parole du gouvernement, qui indexe aussi Sélé. Vous êtes journaliste ici, si votre femme vous demandez un voyage disons un voyage privé dans un pays quelconque qui pourrait lui coûter 10 000 $. Et avec votre salaire, vous pouvez le lui donner parce qu'elle demande, malgré tout l'amour que vous avez envers lui. C'est un problème de la rigueur, l'expérience, l'expertise dans la gestion. Je ne pense pas que la vie de Kabouya soit la vie du président de la République au sujet disons, de celles que vous citez. L'FCC n'est pas constitué seulement de démons. Vous voyez, s'ils étaient des démons, ils ne seraient pas acceptés aujourd'hui majoritairement, disons, à l'Union Sacrée. C'est pourquoi moi je vous ai dit de l'entrée de jeu que toutes ces plateformes ici sont des messes écuméniques. Ils se réunissaient dans une paroisse catholique qui s'appelait FCC Cash. Maintenant, ils se réunissent dans une paroisse kimbanguiste qui s'appelle Union Sacrée. Les acteurs restant les mêmes, je dis, pour changer cette dynamique. Parce qu'un musulman qui entre dans une église, dans une paroisse, disons, catholique, pieds nus, il ne trouve pas ces liens saints-là. C'est comme ça que lorsque vous prenez tous ces gens-là, Mbemba, tous ces politiciens-là, vous les mettez ensemble. Ils n'ont pas une même idéologie. C'est pourquoi je dis, pour aller au-delà de ces différences qui sont tout à fait naturelles, c'est renouveler la classe politique crédible. Donc le chef de l'État a ce seul choix-là pour réussir. S'il ne fait pas ça, ça sera un rendez-vous manqué avec la population. Ça serait un rendez-vous manqué avec la population en 2023. Chitons avec vous par rapport à ces dossiers avant de prendre le président de El Chani. On ferme le grand marché des Ando. Des fois, vous êtes les défenseurs des droits des opprimés. Quelle est votre réaction? Gentini Ngobila a raison de fermer pour assainir, ou soit on devait laisser d'abord les gens vendre? Moi, je donne cours, disons, du leadership à l'université en première licence et deuxième licence. Je sais que lorsqu'on doit introduire des réformes, des innovations, la seule arme, c'est la communication. Lorsqu'on ne communique pas bien, tout le monde a peur du changement, tout le monde a peur des réformes, tout le monde, qui qu'il soit. Mais lorsqu'on communique mal, ce n'est que normal qu'on trouve la résistance. Pour le cadre de ce marché, c'est appeler ces gens, ces acteurs influents, importants au dialogue et à une bonne communication.
si vous faites du bien pour moi et que je ne comprends pas les biens fondés de ces biens, vous êtes apparemment contre moi. Donc, ce que je peux donner comme avis, c'est un dialogue et une communication plus ou moins claire, pas d'arrogance. Vous voyez, parce que quand on devient gouverneur, on a été journaliste, on a été. Donc, les pauvres ont leur avenir et les riches ont toujours eu leur passé. C'est pourquoi moi je dis, le changement c'est une loi. Si on ne peut pas s'inscrire dans une bonne dynamique lorsque vous occupez certaines responsabilités, vous êtes en train de ne pas rester dans la bonne histoire. Est-ce que c'est ça vivre utilement? Moi je dis, vaut mieux être quelqu'un qui a planté un arbre qui va donner des fruits pour plusieurs années que juste laisser des mauvais souvenirs dans les têtes des gens. Donc pour vous, le gouverneur de la ville, la décision, elle n'est pas en soi mauvaise, mais le problème c'est la communication. Il devait communiquer, préparer les gens avant, au lieu de se mettre dans la peau d'un dictateur. Je ne viens pas juger la pertinence ou la décision est mauvaise, non. Je ne comprends pas très bien les contours, mais je sais que nous sommes dans les globalisations, disons dans une globalisation économique. Les intérêts peuvent venir de gauche à droite. Je sais qu'il y a un problème disons même de la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation. Les gouvernements provinciaux arrachent toutes les compétences des communes. Donc il y a à boire et à manger dans la culture de la gouvernance locale. C'est pourquoi moi je dis toujours, je propose au régime actuel de miser sur la gouvernance. Si il mise sur la gouvernance, les noms de tous ceux qui bloquent soi-disant, la population ne voudra même pas entendre. Lorsque vous parlez de miser sur la gouvernance, vous voulez dire quoi? Soyez clair quand même. La gouvernance, c'est toute une notion que j'ai besoin de quelques minutes pour faire comprendre. Je vous donne 3 minutes. C'est là que moi je propose. Je vous donne 3 minutes, c'est aussi votre mot de la fin avant de prendre au président El Tchani. Je propose les contrats d'achat de performance au niveau des communes, par exemple. La gestion des communes doit être participative avec les acteurs influents. Vous voyez les marches, les protestations qui sont là au marché, au grand marché. Si les acteurs influents étaient associés au débat, disons dès le départ, ce sont eux qui communiqueraient de manière informelle, tout comme formelle, et qu'il n'y aurait pas de résistance. Mais à partir du moment qu'il n'y a pas de communication, on n'associe pas la population. Donc il n'y a pas cette gestion participative. Il n'y a pas de transparence dans la gestion. Qu'est-ce que ça fait? La gouvernance participative signifie la transparence, la redevabilité, cette participation des acteurs influents localement. Pas juste prendre des décisions parce qu'on doit plaire les chefs de l'État, on doit plaire les niveaux national, mais travailler avec la communauté. Et c'est pourquoi moi j'ai changé les gens qui disent les poissons commencent à pourrir par la tête. C'est une fausse théorie. Comment ça? Les poissons commencent à pourrir par le ventre. Moi j'étais pêcheur dans le village. Pour maintenir les poissons longtemps, on enlevait seulement les entrailles et vous pouvez amener ça jusqu'au village. Le problème c'est nous, population, et les gestionnaires de proximité. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas la transparence dans la gestion, rien ne va marcher. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter dans 40 communes ici, à travers le pays. Si vous allez avec les entreprises minières, il y a toujours des émettes, non? Aujourd'hui, ces émettes ont disparu parce que nous sommes en train de promouvoir la gouvernance locale avec les redevances minières, cette gestion participative où vous trouverez aujourd'hui, il y a une école construite à gauche, il y a un marché sur base de désirata. Donc, on ne peut faire un projet qu'après avoir réuni l'avis de plusieurs acteurs localement. C'est ce qui fera que les gens vont faire confiance, ils vont payer les taxes que vous allez leur demander. Et donc, il n'y aura pas de... Les taux de résistance sera trop faible. Mais actuellement, si on dit payer des vignettes, vous savez combien de gens résistent ici? Mais si vous allez à Bukavu, la vignette coûte moins cher et ils ont un grand pourcentage de paye. C'est parce que les gens, les autorités communiquent sur ça et ils débattent même pour fixer les prix. Mais ici, c'est comme si c'est, disons, le triomphalisme sur les banditisme. C'est un problème de la vision. Et finalement, la population résiste. Or, la population n'a pas vocation de tout résister. Je sais que les gens ont la culture de refuser de payer les taxes partout au monde. S'ils sont informés, en tout cas, vous allez collecter plus d'impôts et vous allez réaliser les projets que vous avez besoin. Malheureusement, les acteurs résistent sur les paix qui entrent. Voilà pourquoi les détournements, les clientélismes, les trafics d'influence. Merci. Les communautés ne retrouvent rien dans ça. Merci, monsieur Georges Milumbu. Je vous donne 30 secondes comme le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Mon passage, c'est la recommandation que j'ai faite au chef de l'État par rapport
à ce qui s'est passé donc l'Union sacrée, c'est le renouvellement de la classe politique crédible. Et pour l'éducation, je recommande que les classes soient ouvertes. Les enfants français étudient, l'internet est disponible partout. À Sankourou, il n'y a rien. Les médecins diront la malaria tue plus mieux que Corona. La malnutrition tue plus sérieusement que disons Corona. Pourquoi bloquer les enfants ayant déjà un capital humain très faible? Nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour que les enfants développent les compétences attendues. C'est pourquoi je recommande aux autorités qu'ils prennent des dispositions pour que l'école reprenne. Parce que les mêmes étudiants là, ce sont ceux qui remplissent les bars, qui remplissent les bistrots, qui remplissent les églises. Pourquoi seulement penser que les mêmes enfants sont nombreux dans les écoles de dimanche appelées Kodim? Pourquoi seulement penser que c'est à l'école qu'il y a trop de... Donc, cette théorie ne tient pas. Et donc, le renouvellement de la classe politique, la réouverture de l'école, moi je rêve toujours qu'une autre RDC est possible car le changement est une loi. Car changement est une loi. Merci Monsieur Georges Mulumbu. Je rappelle que vous êtes docteur en économie de l'éducation, professeur d'université, directeur des établissements NL, proche du FCC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte et espérons que disons, une autre RDC est possible. Voilà, une petite transition, le temps pour nous de prendre le candidat président de la République, Noël Tchani, moi d'inviter pour décrypter les grandes lignes d'actualité.